Réagir, réagir. Il existe deux types de crédit à la consommation, le crédit affecté qui finance un bien défini, voiture, voyage ou cadeau, et le crédit non affecté dont le montant est à la libre utilisation de l'emprunteur. On les appelle aussi prêts personnels, crédit renouvelable, anciennement crédit revolving. Le magazine Réagir Production d'aujourd'hui vous explique tout, carrément tout, sur ces crédits si nombreux, si tentants, avec Sébastien, président de l'association Banque Info Recours, une association en voie de grande médiatisation. Alors, la diversité des crédits s'est enrichie au cours des dernières années et les canaux de distribution habituels incluent désormais le réseau Internet qui contribue au développement de la commercialisation à distance des crédits. Donc on accède au crédit beaucoup plus facilement qu'auparavant avec toute cette technologie. Alors oui, on accède au crédit beaucoup plus facilement. Après, le gros problème, c'est que ça incite aussi les gens à cumuler des crédits pour beaucoup de personnes. Donc ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à combien dans cette logique-là ? Ça arrive de voir des gens avec 10-15 crédits, oui, malheureusement. Donc ils ont pris la carte but, la carte confo, voilà. Enfin, un petit tour sur le site internet CTLM, un tour sur le site Sofinco, un tour sur le site Cofidis, et vous cumulez 2, 3, 4 crédits en moins d'une heure. Et donc ces établissements spécialisés ont pu développer aussi des partenariats avec des groupes de la grande distribution, des groupes d'assurance aussi, mais aussi dans le secteur automobile. Le crédit donc à la consommation se trouve quasiment même partout. Il est proposé partout. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque officine, comme Sofinco, comme Cofidis, etc., il y a une de nos grandes banques françaises derrière. C'est pas des sociétés indépendantes. Comme pour les banques en ligne, pareil. Comme pour les banques en ligne, où derrière, il y a quand même, comme Boursorama, qui fait partie de Société Générale de mémoire, etc., etc. Voilà, chaque grande banque a ses officines de crédit conso et de crédit revolving, crédit renouvelable, qui sont, eux, par contre, un véritable cancer pour les gens. Réagir, réagir. Alors en France, la croissance des crédits à la consommation ont progressé. C'est ce que dit en fait le dernier rapport publié par la Banque de France sur ce sujet. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que ces crédits à la consommation ont vraiment augmenté ? Ils augmentent, c'est normal. Vous allez à But, on vous propose la carte. Enfin, partout, on propose aux gens du crédit à la consommation. Et je dirais même à la surconsommation. Malheureusement, c'est dans la culture française. Les gens veulent tout plus grand, plus beau que le voisin. Donc, certains ont recours à ces crédits qui, sur le long terme, en cas de coup dur, s'avèrent très néfastes et très compliqués pour s'en sortir. Quels sont les pièges éventuels de ces crédits à la consommation ? Que faut-il savoir avant de s'engager ? Alors le piège, je dirais qu'en est un oui et non, il suffit de bien l'anticiper. Par exemple, vous achetez un living, un salon, on vous propose le 10 fois sans frais, tout organisme le fait, pour payer en 10 fois sans frais votre achat. Donc là, il n'y a pas de problème, vous payez en 10 fois sans frais. Mais en parallèle, on vous met une réserve d'argent qui est de 1500, 2000 euros. Et en cas de coup dur, les gens ont cet argent qui dort. Et ils vont piocher dedans. En cas de perte d'emploi, on a une difficulté, on sait qu'on a 2000 euros de réserve, et les gens sont tentés de piocher dedans. Et malheureusement, ces réserves-là ont un taux d'intérêt qui est autour de 20%. Et c'est là que c'est de l'argent, vous remboursez perpétuellement pour pas grand-chose au final. Donc ça veut dire que les organismes prêteurs, en plus, vous harcèlent aussi parce qu'ils vous envoient régulièrement des mails pour dire... des relances pour augmenter la réserve d'argent, pour éventuellement... Pour utiliser celle que vous avez. Pour utiliser celle que vous avez, oui. Tout le monde peut recevoir ce genre de pub dans sa boîte aux lettres, oui, bien évidemment. Quelque part, ça influence quand même le jugement des gens quand ils sont justement... Quand ils sont en difficulté, ils viennent de recevoir ça. Oui, vous avez 2500 euros. Et ce qui est très dangereux aussi, d'où l'intérêt qui serait pour les politiques de se pencher là encore sur ce sujet, c'est de créer un fichier qui recense le nombre de crédits qu'ont les gens, tout simplement. On a le FICP pour les incidents de crédit. On pourrait très bien mettre en place de façon similaire un fichier qui recense le nombre de crédits conso qu'ont les gens, etc., avec l'encours qu'ils ont dessus, de façon à empêcher et prévenir le surendettement, tout simplement. Alors justement, pourquoi ce fichier n'est pas mis en place ? Qu'est-ce qu'on attend pour le faire ? Qu'est-ce qu'on attend pour le faire ? Que les politiques répondent à nos appels, par exemple, tout simplement. Après, je dirais qu'il y a un poids du lobby bancaire, parce que mine de rien, c'est très rentable pour eux de vendre de l'argent à 20%.
Mais quand même limiter le nombre de prêts par famille. Limiter le nombre de prêts, parce que vous faites toutes les grandes enseignes, vous pouvez très bien vous retrouver avec 10 cartes de crédit renouvelables. Et ça, malheureusement, une fois que vous avez pioché dans les 10, le piège s'est refermé et c'est la voie royale pour aller au surendettement. Donc est-ce qu'on peut tracer le profil un petit peu de ces consommateurs de crédit? Est-ce qu'il a évolué ce profil-là? Tout et chacun, tout le monde a des crédits, parce que dès qu'on va acheter quelque chose, on propose le 10 fois sans frais, et même quelqu'un qui gagne correctement sa vie, on lui propose de payer en 10 fois sans frais, d'étaler la dépense. Beaucoup de gens l'acceptent dans ce but-là à la base. Mais après, une fois que vous avez la réserve, on vous la laisse et on vous la fait grossir des fois de temps en temps en vous disant, tiens, vous vous êtes pas servi de votre réserve, mais on la porte à 2000 ou 2500 euros, etc. Et ça gonfle gentiment. Et c'est le jour où, en cas de divorce, maladie, santé, perte de revenus, les gens ont cet argent qui dort, qui est accessible et sont tentés, et c'est humain, je dirais, d'aller piocher dedans. Et quand on ne peut plus rembourser un crédit, comment ça se passe? Que prévoit la loi? Est-ce qu'il y a une clause spécifique? La déchéance du terme, tout simplement, si la personne ne paye pas 2 mois ou 3 mois consécutifs de son crédit, une mise en demeure de payer sous 8 jours, faute de quoi déchéance du terme, ce qui veut dire remboursement du capital. La banque va demander l'ensemble du capital restant dû. C'est-à-dire pour un crédit conso ou renouvelable, c'est autour de 2, 3, 4 000 euros, mais que la personne ne peut pas payer d'un coup. Donc derrière, c'est une injonction de payer et harcèlement d'huissier, etc. pour tenter des saisies sur compte bancaire, saisie de la voiture, etc. Et si la personne, entre-temps, ne veut pas rembourser et a perdu son travail, est-ce que c'est la même démarche? C'est la même démarche, ils viendront tenter de récupérer l'argent à tout prix, je dirais, sans scrupule pour certains d'ailleurs, et malheureusement les gens, s'ils ne se renseignent pas, il y a des solutions, perte d'emploi, c'est-à-dire solliciter des délais de grâce, éventuellement dernier recours le Banque de France, mais le tout c'est pour les gens de réagir au plus tôt, bien évidemment. Entretien avec Sébastien, président de l'association Banque Info Recours. Réagir, réagir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un crédit à la consommation dont on parle et puis un crédit revolving? Alors, un crédit consommation, c'est-à-dire vous empruntez 10 000 euros pour acheter une nouvelle voiture, par exemple. Donc, la personne va rembourser en 3, 4 ans ou 5 ans, au plus long, de façon à avoir des échéances constantes qui vont être calculées sur le capital. Donc là, c'est une mensualité constante, tout simplement. Donc là, c'est de l'amortissable. Après, le crédit renouvelable, lui, c'est une réserve d'argent. On va vous mettre 2 000 euros. Et vous allez en demander 500 par exemple. Donc vous allez rembourser les 500 euros en X mois, qui est calculé par l'organisme, etc. Vous repiochez dedans, vous passez à 1000, donc ça vous sort un nouvel amortissement à chaque fois que vous en servez. Et c'est là que c'est très sournois, parce que c'est très dur de s'y retrouver, entre ce qu'on a débloqué, etc. Je vais citer un cas qu'on a traité dernièrement. À l'origine, l'organisme de crédit renouvelable demandait 4 500 euros à la personne. On a tout simplement demandé un extrait de compte détaillé, faisant apparaître l'ensemble des débits, c'est-à-dire le nombre de fois où la personne a pris de l'argent, et le nombre de crédits, c'est-à-dire l'ensemble des montants que la personne a remboursés. Donc un extrait de compte clair, détaillé, de façon à tout repointer. L'organisme ne nous a jamais fourni ce fameux extrait, alors que c'est juste un tableur, ils ont tout à fait capacité de le fournir. En revanche, le monsieur, un beau matin, a eu la joie de voir sur son espace client qu'il ne devait plus que 800 euros, par exemple. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un suivi de l'emprunteur, justement, de toutes ces dépenses sur le site internet de la banque? C'est très dur de le faire, parce que là, en l'occurrence, le monsieur, je crois que de mémoire, c'est un crédit revolving qu'il avait depuis 2005 ou 2007. Donc, il s'en est servi, pas servi. Avec les années, quand est-ce qu'on s'en est servi, quand est-ce qu'on s'en est pas servi et combien on a remboursé. Sur une période si longue, c'est très dur de savoir où on a tout simplement payé ou pas payé. C'est très dur d'y avoir accès. Et de s'en rappeler, sur 10 ans, moi je me rappelle pas de tout, donc beaucoup de gens sont dans la même situation. Donc d'où l'intérêt de demander un pointage. C'est juste un tableur, tout simplement, qui mentionne l'ensemble et l'organisme financier doit être tenu de fournir ça. Il est en capacité de le faire. Donc ça, on peut le demander tous les mois, par exemple?
Pas tous les mois, c'est pas utile, parce que tous les mois, vous recevez et vous voyez sur votre relevé de compte que vous avez payé tant, mais tous les ans, ouais, par exemple, histoire de faire un point clair de la situation sur ce qu'on a payé, pas payé à l'organisme de crédit, oui, demander un extrait de compte de cette dette annuellement, ça peut être une bonne solution, histoire d'avoir un archivage lisible. Alors, il y a d'autres crédits, les différés de remboursement qui sont liés à l'usage des cartes de paiement constituent également une forme de crédit, mais cette fois-ci à court terme. Alors oui, la carte à débit différé, donc, qui est, je dirais, à mon sens, devrait être réservée à des revenus quand même relativement hauts, parce que quelqu'un qui a un petit salaire, c'est-à-dire 1 500 € environ, s'il paye trop à débit différé, malheureusement, son pouvoir d'achat du mois suivant est fortement amputé et il peut être très dur de remonter la pente. Donc, être très prudent sur l'utilisation de ces produits-là, parce que malheureusement, la banque, elle, ce qui l'intéresse, c'est de les vendre et de vous vendre de l'argent. Point. Le reste, le suivi client, ça c'est, je dirais, pour beaucoup de banques, secondaire. Mais être très prudent sur tous ces produits qui sont faits dans un but. C'est pas de vous rendre service nécessairement, mais de gagner de l'argent derrière. Donc, anticiper. Ça peut peut-être permettre à cette personne-là de se dire, le mois prochain, je vais avoir une rentrée d'argent qui permettra de combler. Si on a des rentrées, donc là aussi c'est à la prudence d'usage. Si on sait qu'on va rentrer 5 000 € le mois d'après parce qu'on a vendu sa voiture par exemple, on peut se permettre de payer en débit différé parce qu'on sait qu'on va le rembourser très simplement. Mais si on n'a pas des rentrées régulières ou des rentrées petites, être très prudent sur cet usage. C'est un peu comme le chèque qu'on fait encaisser le mois d'après par exemple. C'est un peu le même usage. Donc, et ça aussi, être très prudent. Là, on a lu le cas ce week-end d'une dame qui nous a envoyé, donc elle est en situation de fragilité financière énorme, mais elle continue à se servir de son chéquier malheureusement. Et là, elle vient de prendre 50 € de frais de rejet de chèque. Donc, être très prudent parce que oui, elle a fait le chèque et elle a pu faire quelques courses, mais le problème, c'est que ça lui coûte 50 € de plus derrière. Donc, être très prudent et anticiper au maximum tout ce qui est grosses dépenses. À la limite, quand on sait qu'on veut, par exemple, changer de télé, moi, je ne conçois pas que les gens fassent des crédits conso pour payer une télé. Vaut mieux provisionner sur 6 mois, sur 1 an, au pire des cas, de façon à avoir la somme, on la paye et puis on n'en parle plus. Mais on ne se rajoute pas une charge qui va être, elle, en revanche, mensuelle et récurrente. Est-ce qu'en France, les Français, justement, sont gros consommateurs de crédit ? Pas plus que les pays anglo-saxons, où le crédit est dans la culture. Après, le problème, c'est pas d'avoir des crédits, c'est d'être à même d'y faire face. C'est là que, malheureusement, il devrait, j'en reviens, par exemple, à avoir un fichier et puis que le taux d'endettement des gens soit réellement et concrètement respecté. Parce que si vous faites 10 cartes de crédit revolving dans la journée, vous allez dépasser votre endettement légal. L'endettement entendu, c'est-à-dire autour de 33%. Réagir. Dans tout ce que vous nous avez dit, quel est le crédit le plus avantageux, le plus intéressant ? Le crédit le plus avantageux. Alors, je distinguerai 2 types de crédits. Vous avez des crédits qui vont être de l'investissement, c'est-à-dire nécessaire, à du crédit futile. C'est-à-dire prendre un crédit pour partir en vacances, et ça malheureusement on le voit, c'est pas vraiment de l'investissement. Après, embellir sa maison, améliorer son quotidien, c'est plutôt de la dépense raisonnée et provisionnée. Sauf dans le cas où la personne fait déjà un prêt pour acheter de l'immobilier et puis juste après s'engage aussi sur des prêts à la consommation pour faire des travaux. Là, ça va encore lui provoquer ça va rogner sa capacité mensuelle de financement, donc de fait l'amener peu à peu à des difficultés. Donc être très prudent. Le crédit doit être réservé pour éventuellement la voiture, à mon sens, et l'immobilier, la maison. Mais après, prendre des crédits pour des dépenses de vie courante, changer le canapé par exemple, hormis si on a des revenus corrects, on sait qu'en 10 fois on va vraiment pouvoir le rembourser, mais après ne pas garder toutes ces cartes de crédit qui peuvent empoisonner la vie dès que les gens vont être tentés d'aller piocher dedans, parce que malheureusement ça améliore votre situation sur le moment quand vous allez prendre cet argent, mais derrière malheureusement ça vous enfonce. Donc être très prudent avec l'ensemble de ces produits, tout simplement. Alors, est-ce que les plus jeunes sont accros aussi au prêt à la consommation, plus que les gens d'un âge un peu plus avancé ?
Nous sommes dans une, je dirais, société de surconsommation. De toute façon, c'est factuel. Oui, les jeunes sont aussi accros parce que, par exemple, vous allez chez un fournisseur de téléphone, renouveler votre abonnement de portable. On va vous proposer un portable, par exemple un dernier iPhone ou le dernier Samsung, à autour de 1 000 € le téléphone, voire plus peut-être pour certains, j'en sais rien, parce que moi j'en suis pas à ce point-là, je dirais. Mais oui, on vous étale le paiement, c'est une forme de crédit quelque part. On vous engage sur 2 ans parce que vous payez 20, 30 ou 40 € par mois pour ce téléphone. Donc c'est une forme de crédit un peu sournoise là aussi. Et c'est pour un bien, franchement. Est-ce qu'il est utile d'avoir un iPhone aujourd'hui ? J'en suis pas persuadé. Les statistiques de la Banque de France pour 2018 sur le crédit à la consommation mettent en avant une hausse globale aussi bien auprès des banques que des organismes spécialisés. En mars 2018, le taux de croissance annuel des crédits à la consommation pour les particuliers était de 5,5% et il montait à 6,00% en juin 2018. Certes, le marché financier du crédit se porte bien et progresse à un rythme soutenu depuis plusieurs années, mais attention les amis à ne pas en devenir accro. Rappelez-vous qu'un prêt doit être honoré, donc remboursé. Merci à Sébastien, président de Banque Info Recours. Vous pouvez réécouter ce reportage sur la page Facebook de Réagir Productions, en n'oubliant pas au passage de titiller le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe à midi. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Adouce pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.